l'ascension du royaume du Kanem-Bornou. Bienvenue sur Contes africains, mythes, légendes et épopées, la chaîne qui vous transporte dans les racines de l'Afrique pour connaître les faits historiques qui l'ont marqué. Parcourons dans cette vidéo spéciale l'ascension du royaume de Kanem-Bornou. Pour connaître l'entièreté de cette palpitante histoire, restez jusqu'à la fin de la vidéo, aimez-la, partagez-la, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Au cœur du Sahel, entre les sables du désert et les eaux du lac Tchad, s'éleva l'un des royaumes les plus durables de l'histoire africaine. Voici l'épopée du Kanem-Bornou, une civilisation millénaire, forgée par les caravanes, l'épée et le Coran. 1. Les premières racines. Bien avant les grands empires d'Afrique de l'Ouest, une confédération de peuples nommés les Agawa s'installe autour du lac Tchad vers le 8e siècle. Ces peuples semi-nomades vivent au rythme des saisons, pratiquant un pastoralisme extensif, l'élevage de bovins, de dromadaires et de chèvres. Leurs échanges sont fondés sur le troc, notamment avec les peuples voisins du Sahara et de la savane, avec lesquels ils échangent du sel, du bétail, des peaux et des produits artisanaux contre des céréales, du tissu ou du métal. Leur spiritualité est centrée sur le culte des ancêtres, l'observation du ciel et les forces invisibles de la nature. Les prêtres devins, ou Koma, interprètent les signes célestes et les présagent pour guider les décisions politiques. À cette époque, la structure sociale reste tribale, mais déjà des alliances entre clans donnent naissance à une proto-organisation politique. C'est au XVe siècle qu'un chef charismatique nommé Sef émerge de cette mosaïque de peuples. Selon la tradition, Sef est à la fois guerrier, stratège et homme de sagesse. Il parvient à unifier plusieurs tribus Agawa sous son autorité et fonde une lignée royale, la dynastie des Sefoua. Cette dynastie va régner pendant plus de 1000 ans. Sef établit sa capitale à Njimi, une ville située au nord-est du lac Tchad. Cette cité devient le cœur du royaume de Kanem. Elle est construite en terre battue, avec des enceintes, des palais modestes, des greniers, des marchés et des lieux sacrés. Rapidement, Njimi devient un centre politique et spirituel influent dans la région. Le pouvoir du souverain s'ancre dans une légitimité divine. Le roi, parfois appelé le Maï, est considéré comme un intermédiaire entre les hommes et les ancêtres. Il est entouré d'une élite aristocratique formée de guerriers fidèles et de conseillers issus de clans nobles. Cette centralisation du pouvoir jette les bases d'un royaume structuré, capable d'administrer un vaste territoire et de lever des armées. La montée en puissance de Kanem repose sur 3 piliers. L'unification des clans, l'émergence d'un pouvoir royal héréditaire et le contrôle de routes commerciales stratégiques. Les caravanes qui traversent le Sahara commencent à s'intéresser à la région, marquant les prémices d'une future prospérité économique. En somme, les racines du royaume de Kanem plongent profondément dans un tissu social ancestral, nourri par les traditions, la solidarité clanique et une ambition naissante de grandeur. Le terrain est désormais prêt pour accueillir les influences extérieures, notamment celle de l'islam qui va transformer le royaume et accélérer son ascension. 2. Islamisation et centralisation. Au XIe siècle, un événement décisif transforme le destin du royaume de Kanem. Le roi Houmey, membre de la dynastie Sefoua, entreprend un pèlerinage au Caire, au lieu du savoir islamique et du pouvoir fatimide.
Ce voyage spirituel marque un tournant. À son retour, Humey se convertit à l'islam, entraînant peu à peu la cour royale, l'aristocratie et les élites dans cette nouvelle foi. Cette conversion n'est pas simplement religieuse, elle est aussi politique et stratégique. Dès lors, l'islam devient la religion officielle du royaume. Le roi, désormais désigné comme sultan, incarne une double autorité, celle du chef politique et celle du guide spirituel. Cette islamisation s'accompagne d'une centralisation accrue du pouvoir. Le sultan devient le pivot autour duquel s'organisent l'administration, la justice et l'armée. L'islam renforce l'autorité royale en lui donnant une dimension sacrée et légitime aux yeux des fidèles. L'arabe, langue du Coran, est introduit comme langue savante et d'administration. Des scribes formés dans des écoles coraniques commencent à consigner les lois, les coutumes et les événements majeurs. Les traditions orales sont progressivement transcrites. Les premiers actes administratifs apparaissent et la correspondance diplomatique avec d'autres royaumes musulmans devient possible. Cette nouvelle écriture permet au royaume de s'inscrire dans une sphère d'échanges intellectuels et diplomatiques plus vaste. Le Dar al-Islam. L'influence islamique se manifeste également dans l'architecture, avec la construction de mosquées en banco, terre crue, dans les arts, les vêtements et surtout dans l'enseignement. Des écoles coraniques voient le jour à Nimi et dans les centres régionaux. Elles enseignent la grammaire arabe, le droit musulman, charia, la récitation du Coran et la poésie religieuse. Ces institutions éducatives forment une nouvelle élite, lettrée et pieuse, qui va contribuer à renforcer l'État. Sur le plan juridique, la charia devient la base de la justice. Les tribunaux islamiques, dirigés par des cadis, juges, complètent les formes traditionnelles de médiation. Cela crée un système judiciaire hybride mais cohérent, respecté et redouté. En parallèle, l'adhésion à l'islam permet au Kanem d'intensifier ses relations commerciales et religieuses avec le Maghreb, l'Égypte, le Soudan et même le Moyen-Orient. Ainsi, la conversion de Humey à l'islam donne une impulsion décisive à l'essor du royaume. Le Kanem devient un État musulman centralisé, administré et reconnu dans le monde islamique. L'identité religieuse et politique du royaume est désormais liée à l'Oumma, la communauté des croyants, conférant à Kanem une stabilité nouvelle et un prestige croissant. Cette phase de transition prépare le terrain pour l'apogée du royaume sous les règnes futurs, en particulier celui de Dunama d'Abalemi. 3. L'apogée du Kanem. Sous le règne du sultan Dunama d'Abalemi, qui gouverne de 1220 à 1259, le royaume de Kanem connaît une véritable ère d'expansion et de prospérité. Ce souverain visionnaire, considéré comme l'un des plus grands dirigeants de la dynastie Séfoua, mène une politique militaire agressive, étendant l'influence du Kanem sur de vastes territoires autour du lac Tchad et au-delà. Des dizaines de tribus et de chefferies locales sont soumises par les armes ou par la diplomatie, intégrées dans l'État Kanembu grâce à un système de vassalité efficace. Pour mieux gouverner ce vaste ensemble, Dunama d'Abalemi divise le royaume en provinces administrées par des gouverneurs nommés pour leur loyauté. Ces représentants du pouvoir central veillent à la collecte des impôts, au respect des lois islamiques et à la défense des frontières. Cette organisation centralisée, bien que militaire, repose aussi sur une bureaucratie naissante, alimentée par les scribes formés dans les écoles coraniques. Le commerce transsaharien constitue alors le pilier de la richesse du Kanem. Le royaume contrôle des routes commerciales cruciales qui relient le Maghreb, l'Égypte et l'Afrique subsaharienne.
Les caravanes transportent du sel, de l'or, des étoffes précieuses, mais surtout des esclaves capturés lors des campagnes militaires. Ces esclaves, revendus sur les marchés d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, fournissent au royaume un afflux constant de devises, de chevaux de guerre, d'armes forgées et de produits de luxe. Kanem devient un carrefour incontournable de l'économie sahélienne. Les marchés de Njimi, sa capitale, grouillent de marchands venus de Tripoli, du Fezzan, du Caire ou même d'Ifriqiya. Cette effervescence économique stimule aussi les arts, l'architecture et la vie intellectuelle. Des oulémas, savants, religieux, venus du monde arabe, y enseignent la théologie, le droit musulman et la philosophie. Sous Dabalemi, Kanem s'affirme aussi comme un État islamique modèle. Le sultan lance plusieurs campagnes pour faire respecter l'orthodoxie sunnite, imposant parfois des réformes religieuses strictes. Il soutient la construction de mosquées, finance les pèlerinages à la Mecque et entretient des relations diplomatiques avec d'autres puissances musulmanes. Grâce à ces efforts, Kanem bénéficie d'une reconnaissance dans le monde musulman, ce qui renforce son prestige et s'associe à sa légitimité. Les chroniqueurs arabes de l'époque décrivent que le royaume comme puissant, bien organisé et respecté par ses voisins. Dunama Dabalemi, à la fois stratège militaire, administrateur rigoureux et pieux musulman, incarne la grandeur du Kanem à son zénith. Son règne marque un âge d'or, symbole de puissance, de richesse et d'un rayonnement culturel sans précédent dans la région sahélienne. 4. Crise et renaissance à Bornou. Mais la grandeur de Kanem n'était pas éternelle. Au XIVe siècle, les fondations du royaume sont ébranlées par une série de crises profondes. Les tensions internes, les rivalités entre factions aristocratiques et les conflits de succession affaiblissent le pouvoir central. Parallèlement, des attaques répétées de tribus nomades venus du désert, comme les Boulala, mettant à mal la stabilité de la région. Ces envahisseurs prennent Njimi, contraignant la dynastie Séfoua à fuir vers l'ouest du lac Tchad. C'est là, dans les plaines plus fertiles de l'ouest du bassin tchadien, que les souverains déchus fondent un nouveau centre politique, le Bornou. Deux nouvelles capitales, Koukawa et plus tard Ngazargamou, deviennent les sièges du pouvoir. Loin d'être une simple fuite, cette migration marque le début d'une renaissance. Les souverains Séfoua réorganisent leur royaume, reprenant les traditions de Kanem tout en les adaptant aux réalités de leur nouveau territoire. Le Bornou hérite de l'héritage politique, religieux et commercial de Kanem. L'islam reste au cœur de l'identité du royaume, consolidé par la construction de nouvelles mosquées, la revitalisation des écoles coraniques et l'enracinement de la charia comme cadre juridique. La classe dirigeante continue de se former dans les sciences religieuses et administratives, assurant la continuité de l'élite bureaucratique. C'est que sous le règne du roi Idriss Al-Aoma, 1571-1603, que le Bornou connaît une véritable renaissance. Ce souverain énergique et réformateur initie une série de transformations profondes. Il restructure l'armée en introduisant de nouvelles tactiques et en l'équipant d'armes à feu venues d'Afrique du Nord. Il impose l'ordre sur l'ensemble du territoire, en réprimant les rébellions et en assurant la sécurité des routes commerciales. Idriss Al-Aoma renforce également l'administration centrale. Il instaure un système de vizirs chargé de l'exécution des ordres royaux, de cadis pour juger selon la loi islamique et de collecteurs d'impôts dans chaque province. Les infrastructures sont améliorées, des routes sont tracées, des marchés organisés et les échanges relancés.
le Bornou redevient une puissance régionale de premier plan, attirant les marchands, les érudits et les diplomates. À travers ses réformes et ses conquêtes, Idriss Alaoma redonne à la dynastie Séfoua son prestige d'antan. Le royaume de Bornou devient un modèle de gouvernance islamique, de résilience politique et de prospérité commerciale. Cette renaissance démontre la capacité d'adaptation du peuple Kanembu face à l'adversité et leur volonté de préserver une civilisation forgée au fil des siècles. 5. Héritage et influence. Le Kanem-Bornou impressionne les voyageurs arabes, les géographes ottomans et les commerçants européens. Sa longévité, plus de 1000 ans, en fait l'un des royaumes les plus durables de l'histoire africaine. Son système administratif, son urbanisation, son intégration dans le monde musulman et son rôle dans le commerce transsaharien font de lui un modèle précolonial. Même après le déclin au XIXe siècle, face aux attaques des Peuls et la colonisation, la mémoire du Kanem-Bornou survit. Des manuscrits, des traditions orales ruines témoignent de sa grandeur. Conclusion. Le royaume du Kanem-Bornou n'était pas qu'un empire du désert. Il fut un creuset d'innovation, de spiritualité et de diplomatie. Il rappelle que l'histoire africaine est riche, complexe, digne d'être connue et transmise. À ceux qui écoutent cette histoire, souvenez-vous, dans les sables du Sahel sommeil, encore l'esprit des rois de Kanem et de Bornou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification et surtout abonnez-vous pour faire partie de notre communauté. À très vite pour une autre histoire, un autre fait marquant.